arrivé à cet atelier. Normalement, on commence donc comme d'habitude par des visites. Non, alors il répond pas. Un projet qui a été livré entre 2014 et 2015. Vous me suivez? On vous suit. Super. C'est un immeuble qui était en péril, hein. Il était en très très mauvais état quand même. Il y avait un petit hôtel particulier, qui était pas vraiment du pas tout bien. inintéressant, à peu près du niveau de celui qui est à côté là-bas, qui est un très bel immeuble, qui était effectivement très abîmé, beaucoup de désordre structurel dans les façades, mais pas seulement. De mémoire, je pense que ça avait dû être squatté ou pas mal abîmé aussi par une occupation intempestive. Et c'est un dossier qu'on a vu avec le comité local UNESCO, j'ai plus la date en tête, pour savoir si il fallait conserver ou si on pouvait démolir et remplacer par une construction neuve. Il y avait des éléments, on n'est pas en secteur sauvegardé ici, on est en limite, mais on est dans la ville de Pierre. Il y avait un escalier assez remarquable et il y avait des éléments de décor, notamment des cheminées, des trumeaux, des gypseries dans certains salons, qui ont été déposés et qui ont été mis au musée des arts décoratifs. Nous, on avait notre bureau ici à l'époque. Nous, on a vu sur le chantier. C'était pile en face, sur le chantier. C'est la réglementation en ville de pierre. On est sur un plaquage minimum de vide, donc un parement. Plaquage de pierre niveau 3 cm pour coller n'est pas autorisé. Et après, pour tout ce qui va être pierre d'angle, appui, chaînage, etc., on est sur du 20 minimum. Donc effectivement, c'est ce qui donne vraiment cette matérialité au projet, cette massivité qu'on ne va pas forcément retrouver sur des constructions plaquées. Le haut là, qui est en zinc. Non, pardon, le bandeau de pierre qui est au-dessus des fenêtres. Qui est plus foncé. Plus foncé, c'est parce que c'est des vraies pierres plus épaisses qui retiennent plus d'humidité et qui donc sont un peu couleur Après, de... si la pierre n'est jamais la même tonalité. Normalement, dans des espaces dits libres, s'il y a des constructions, on peut maintenir ces constructions, mais on ne peut pas les augmenter. C'est pour ça que j'ai mis le tuto un peu à côté, parce qu'effectivement, c'est des constructions d'eau. C'est au bassin flot à 11 heures. C'est zéro construit récent, mais c'est un immeuble du 19e. Voilà, Ah qui a oui, été c'est un reconstruit. immeuble qui a été construit version pastiche. Donc on est sur un immeuble de bureau. On a un immeuble à la base qui est fin 19e. Les infos qu'on a pu remonter plus précis, c'était ça. Et donc la particularité du projet, c'est qu'on avait un immeuble qui était en R+2, qui était pris entre ces deux bâtiments existants, qu'on a passé en R+6. Donc on a rajouté 4 niveaux, on a rajouté les 2 niveaux qu'on voit qui sont traités en façade pierre. Et après on a 2 niveaux qu'on va aller voir en visitant l'immeuble qui sont en retrait successif sur la rue. Et donc l'enjeu du projet, là, ça a été d'abord la question, bien sûr, puisqu'on en parle aujourd'hui, du patrimoine, de conserver ou pas la façade. Donc ça a été un travail avec les services de la ville et avec tout le monde pour voir si on conservait ou pas les différentes thèses de façade qu'on a fait. Donc comme vous pouvez le voir, on a pris le parti de conserver la façade existante. De la révision, c'est un immeuble que nous, on aurait protégé. Ouais, je vous dis. Ça a été des discussions avec Anne-Laure à l'époque. Si on était passé avant. Et il y avait, bien qu'il n'y ait plus grand chose dans les intérieurs, sauf un escalier, oui. Un bel escalier façon 18e. C'était un petit hôtel particulier, ça, en fait, à l'origine, qui a été remployé, je crois. Qui a été racheté par la banque HSBC, c'est eux qui ont tout démoli dedans. Nous, quand on est arrivé, il restait la façade, quoi. Et c'est un immeuble qui, dans le cadre de la concertation pour la révision du secteur sauvegardé, on a quand même montré
comme un exemple de ce qu'on pouvait faire en fonction du contexte. C'est-à-dire que là, on a ces deux immeubles à côté qui permettent de justifier parfaitement l'intervention qui est faite. Et entre autres, il est bien évident qu'on n'aurait peut-être pas fait ça si on avait été sur la façade des quais. Mais là où on est, voilà, donc c'est un bon exemple pour montrer la relativité des choses. Et toi, tu n'as pas signé ta façade, mais je vois que Boulanger, Johan Leblanc, ils ont signé leur immeuble postmoderne en 1991. Et ça, maintenant, ouais, c'est daté, tu vois. Et l'autre, celui-là, plus ancien, celui-là. Celui-là, il est pas si mal que ça. Hein. Oui, il était intéressant de voir ça en Bordeaux. On va le voir en montant dans le Ah oui, quand même. Ah oui, toujours ce truc qui n'a pas bougé là, c'est très bien. Non, le problème, nous on l'a écrit au futur plan de sauvegarde, c'est que c'est comme dans l'espace public, c'est qu'on y met des trucs, mais on les enlève jamais quand ils ne servent plus à rien. Toutes les entrailles là, ça ne sert plus à rien, tout le monde la reste. Bon, donc là on est au dernier niveau, donc sur les R+6 là. Donc on peut voir, on voit les terrasses qu'on a mis en retrait là, en dessous là. Donc on a fait avec les ABF pour pas avoir toute la façade au même nu, pour éviter d'avoir un immeuble trop massif. Donc voilà. Donc là on se rend compte que le terrain n'est pas très grand quoi. On est sur une toute petite parcelle. Mais bon, on y est arrivé. On fait un passage au premier juste pour voir la cour. On fait un passage au premier et puis on est encore bon. Mais on avait une pierre qu'on n'a pas pu ravaler, qui était vraiment trop abîmée. Et donc là on est sur voilà, la particularité, c'est qu'on se rend bien compte là, du volume rajouté, qu'on a traité tout en zin donc de ce côté-là. Et donc là on avait l'immeuble qui était mitoyen quoi. Donc on était très contents, je pense, de nous voir pousser. C'est l'immeuble de la fédération où les locataires, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc on n'a pas eu de problème de recours. Ils nous ont pas embêtés. Mais voilà, alors on voit bien qu'on l'a. Bah, c'est déjà étonnant qu'ils aient des droits de vue de ce côté. Hein. Ouais, alors ça tu sais peut-être mieux que moi. Est-ce que c'était un ensemble à une époque ou pas? On ne peut pas croire que les cours elles vont toujours jusqu'au rez-de-chaussée. On a mis beaucoup de curtage sur ces cours, mais en réalité il y en avait beaucoup qui étaient au premier niveau pour préserver les surfaces commerciales du rez-de-chaussée. Mais non, pour moi, l'hôtel s'arrêtait là. D'accord. J'avais plus souvenir qu'il y avait cette espèce de vitrail là. C'est le seul élément qu'on ait pu conserver. Sans interdit. On a que quelques. Le feu, on est juste à côté en fait, à votre gauche. C'est l'immeuble de votre gauche. Ah d'accord, c'est celui-là. Bon, ben, je vous dépose au feu. Voilà. Vous vient d'avoir son permis, le chauffeur. Il est tout jeune. Il vient d'avoir son permis. Sauf que Julien a appris qu'il pourrait salir entre les passages. Félicitations, parce que c'est parfait. Alors après, voilà, sur le projet c'était une dent creuse, il n'y avait rien au départ. On a eu la chance de pouvoir créer le bâtiment au niveau chantier. Ce qu'on discutait, c'est parce qu'on a une parcelle qui est traversante qui donne sur notre rue, donc sur la rue du Caux, sur laquelle on a renouvelé pareil un vieil immeuble auquel on a rajouté un niveau supplémentaire et une véranda type 19e aussi, qui est assez sympa aussi en termes de réhabilitation. Et du coup on a tout passé de l'autre côté, donc on a pu monter une rue au milieu, on a fait notre zone chantier de l'autre côté et on a tout transporté par la rue du Caux. Puisqu'ici entre le tram avec les caténaires, avec l'arrêt de tram, donc interdiction de bloquer non plus l'arrêt de tram. On a été très contraints sur le chantier, c'était très problématique. On avait les arbres, donc la partie, les câbles, donc il fallait plus de 3 mètres de distance si on voulait passer quelque chose en grutage. Donc c'était strictement impossible, donc on a pu le faire uniquement parce que la parcelle était traversante.
Donc le chantier a été assez compliqué, sachant qu'on tombait sur la cube, sur ceux qui gèrent le tram, ceux qui gèrent les arrêts. Ça a été très compliqué sur le chantier. Alors pareil, on est sur un plaquage pierre de 8, donc c'est de la pierre semi-porteuse. On a vraiment traité tous les angles rentrants, toutes les moulures. Alors tout ce qui est balcon, moulure, console, tout ça c'est de la vraie pierre massive de plus de 20 cm. Je crois que ça faisait 28 dp, donc agrafé sur les niveaux, sur les planchers. Donc pareil, on est sur une fondation micro-pieux bien sûr, partie béton et briques. Donc après la fixation de la pierre, on a un vidaire de 3 cm, de la pierre de 8, on doit la refixer tous les 1 mètre carré avec des chevilles en inox, des choses comme ça. Et on a repris exactement la même trame du bâtiment d'à côté. Alors pourquoi ? Parce qu'au niveau archi, du coup, on s'est quand même moins éclaté. C'était vraiment plus un projet sur l'aspect technique et puis on a essayé de faire les trucs propres. Mais tout simplement parce qu'on avait eu un grand débat avec la mairie, ça a été sur la hauteur de façade, la hauteur d'égout. Parce qu'en théorie, la hauteur d'égout, elle était considérée sur la corniche et non pas sur le brésis. Et donc on pouvait s'aligner sur la hauteur de corniche, qui était la hauteur de façade en fait au départ. Et puis on a dit, mais si on fait un projet avec le brésis dans la continuité de l'immeuble existant, et c'est bon, en discutant un petit peu, donc effectivement ils nous ont autorisé à faire ça. Et je trouve que ça s'insère parfaitement dans la rue, l'idée était là, quoi, de faire quelque chose qui s'insère parfaitement. Alors sur le point de vue archi, on ne s'est pas forcément éclaté, hein. On est resté sur une trame assez classique du bâtiment, on était sur 2 trames similaires, donc ça permettait de caler. Par contre on a apporté beaucoup de détails, de précision sur la mise en place de tout ce qui était calpinage pierre. On a beaucoup travaillé, c'est une entreprise, là je fais un peu de pub, c'est TMH, qui travaille beaucoup dans le monument historique. On avait vraiment tout dessiné, tout calpiné avant la mise en place. Les pierres étaient arrivées déjà taillées, prêtes à poser. C'est des super artisans, donc c'est vrai que ça bosse hyper bien. Donc on est reparti un peu sur le même immeuble qu'à côté, bosselage au R+1, des moulures, des arpages, des consoles. On a recréé des volutes et puis les brésiers aussi, c'était sympa à mettre en place avec les pierres de taille et puis la charpente qui vient être agrafée. Pardon, alors donc ça fait la rentrée des classes, donc peut-être, si ça ne vous dérange pas, il y a des visages qui sont connus, on se retrouve à chaque atelier, donc c'est comme pour les classes, et puis il y a les petits nouveaux qui arrivent d'un nouvel établissement. Donc peut-être ça serait bien qu'on fasse un tour de table à nouveau pour se présenter. On va commencer par vous. François Trollet, moi je suis chef de projet chez Moon Safari. Et donc vous avez vu la MDSI Saint-Michel ce matin, j'étais pas présent mais je pourrais vous identifier quelques mots. Parfait, très bien, merci. Antoine Moreau, je suis chargé de développement pour les bétons spéciaux chez Lafarge Béton. D'accord. Marie-Astrid Mendes-Suisse, direction du urbanisme, Bordeaux Métropole. Bruno Fayol-Lussac, historien d'architecture. Nicolas Ducrot, agence Rune Architecte. Donc moi je suis un de ces petits nouveaux de l'établissement. Voilà. Merci. Un Lillois. Un Lillois. Qui vient de déménager. Olivier Bonneau, architecte. C'est bien. Alors là, je viens de vous révéler ma faille interne. J'aurais bien aimé être architecte. C'est beaucoup de choses en un an, vous êtes devenu architecte. Non, en fait, je suis juste avocat. Qu'est-ce que je viens de dire là, après, j'aime bien détendre l'atmosphère, mais là, j'ai pas fait exprès. Ah oui, parfaitement. Catherine Le Calvé, architecte urbaniste à l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Et vous représentez aussi aujourd'hui voilà, l'architecte. j'ai une double casquette parce que je suis également conseillère à l'ordre des architectes. Je suis chargé de patrimoine monumental et immobilier à la direction générale des affaires culturelles, mairie de Bordeaux. Florian Fay, architecte à Bègle. Paul Régnier, je travaille ici pour l'exposition. Très bien. Tu peux dire quand même que tu es étudiant en master de l'architecture contemporaine. Oui, voilà, aussi. Voilà. Donc justement, parce que c'est un petit peu la rentrée, on va revenir sur un précédent atelier qu'on avait mis en place, qui était le premier, qui s'est occupé de la création architecturale dans les centres anciens historiques. Donc il s'est déroulé le 15 mars dernier. Donc il y en a beaucoup autour de cette table qui ont déjà participé à cet atelier. On avait abordé ces deux problématiques qui étaient quelle architecture contemporaine dans ces secteurs remarquables, est-ce qu'il y a une volonté d'être visible, et que veut dire finalement le mot visible derrière tout ça, et si le projet s'inscrit dans un site peu visible, en recul, en deuxième ligne, ou s'il n'y a pas de cohérence architecturale, est-ce qu'on peut finalement réaliser n'importe quoi sans tenir compte du contexte. On a visité donc ces 3 projets, une surélévation qui n'est pas très loin de la place Gambetta. Le projet du Crous, effectivement,
qui vient remplir une faille. Et puis le projet également qu'on a vu ce matin, donc je ne reviendrai pas dessus. De cet atelier est sorti 3 grands principes, qui étaient finalement la doctrine de base pour construire dans ces centres historiques. La première, c'est finalement l'importance de la rédaction de la règle. Pour savoir finalement si un projet va être bien intégré, il faut finalement que ça apparaisse clairement dans la règle du PLU, je ne me trompe pas. Je vois que je suis cité. Exactement. À l'époque, j'étais avocat, maintenant je suis avocat. Après, la deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte et la symbolique des lieux. Et puis, les matériaux, et notamment le détail de mise en œuvre, puisqu'on sait que le diable est dans le détail. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Non, mais après j'ai repris, parce que c'est Nietzsche. C'est Nietzsche qui l'a dit, mais j'ai repris effectivement un passage de ton intervention. Il n'a pas pu être parfait. Non, il s'excuse. Il était pris. Donc aujourd'hui, on va consacrer, enfin les trois prochains ateliers vont être consacrés plus précisément à la ville de Pierre et à sa matérialité. Et on débute avec la pierre. Voilà, donc qu'est-ce que finalement une architecture de pierre? L'emploi de ce matériau n'engendre-t-il pas une architecture d'imitation? Est-ce que c'est la seule réponse à ce contexte? Aujourd'hui, on va essayer d'amorcer une réponse. On n'aura pas forcément une réponse complète. Tellement le sujet est large. Voilà, donc je vous laisse débuter le débat par rapport à ce qu'on a vu ce matin et puis également à travers d'autres exemples ou expériences. Sachant que j'en profite, nous avons Antoine Moreau aujourd'hui avec nous, qui ne fait pas de la pierre, mais qui ont mis en place un béton d'imitation de la pierre, qui pourra certainement nous en parler, peut-être est-ce une alternative ou en tout cas une innovation dans le domaine. D'accord. Ouais. Très bien. Bon, ben alors moi j'ai envie, par rapport à la visite, de ce que j'ai entendu ce matin, notamment Gouvernement de Fayol, par rapport à ce que vous disiez, vous, José Martin, et puis ce que disait également Sylvain, ça m'a un peu interpellé la phrase que vous avez dit. Vous avez dit finalement, on ne s'est pas éclaté sur cet immeuble que vous avez fait. Et donc, Sylvain parlait de la différence entre l'imitation et le pastiche. Ma première question, ça serait de vous demander, donc, et après à l'ensemble de la table rectangulaire par ronde, quand on fait de la pierre, ça veut dire qu'on est contraint, on ne peut pas faire de l'architecture, on est contraint de faire de l'imitation quand ça se passe bien et du pastiche quand ça se passe mal? Non, non, pas du tout. Là, c'était vraiment dans le sens où, au niveau du projet architectural, donc au niveau de la conception, je suis reparti du bâtiment qui était existant. Et justement, pour avoir une insertion dans la rue assez bonne et assez réussie, enfin, ou du moins en espérant qu'elle soit bonne et réussie, l'idée c'était vraiment de reprendre la trame du bâtiment existant que j'ai dupliqué sur 2 trames en fait. Donc en termes de conception pure architecturale, c'est là où on n'est pas parti sur un projet contemporain où on aurait pu raccorder quelque chose. C'est plus que la trame. Parce que tu as repris la façade, les sculptures, les ferronneries, tu as même ajouté des menuiseries, reconstituer, restituer des menuiseries. Donc c'est plus que la trame. Parce que justement, on aurait pu simplement reproduire la trame sans aucune modélature, sans aucun... Après, dans le projet, on s'est éclaté justement dans ces détails-là. Donc ce qu'on disait, c'est qu'un projet, des fois, se cache un petit peu dans les détails. Donc on a vraiment travaillé avec le pierreux pour mettre en place tous les éléments techniques, comment on met les balcons, comment on les fait, les bords de pierre, les consoles, les corniches. Donc après, on a vraiment un travail architectural dans le dessin des moulures, des corniches, des gosselages. Donc tout ça, on l'a vraiment travaillé. Donc là-dessus, on s'est éclaté. Mais sur l'esprit projet en tant que tel, en tant que conception, c'est vrai que je suis parti d'un bâtiment existant, quoi, qui m'a contraint, dans laquelle on a pris des contraintes du bâtiment, mais qu'on a su après... du moins qu'on a essayé d'enrichir. Et ça veut dire qu'une autre conception architecturale qui aurait pu ne pas être en pierre, est-ce que c'était possible ou pas? Justement, dans la ville de Pierre, c'était envisageable, il pouvait y avoir un projet alternatif, au contraire de celui que vous avez Oui, tout à fait, bien sûr. Je pense que ce n'est pas la seule réponse architecturale à apporter, quoi. Là, c'en est une qui permet d'avoir quelque chose d'une séquence urbaine que je trouve assez réussi, mais il y aurait pu avoir d'autres réponses architecturales, quoi, avec un projet plus audacieux, plus contemporain. Quand je dis audacieux sur le point de vue architectural, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus contemporain également, quoi. Et le moment où les proportions sont en harmonie, si on récupère des éléments d'accroche, on aurait pu faire autre chose aussi. Alors peut-être justement on va demander, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom.
François Trollet. François de Trollet. Moon Safari. Oui, ça j'avais retenu le cabinet. Alors justement pareil, on a visité l'immeuble de la MDSI que vous avez réalisé pour Pasteur, donc qui est en pierre, qui est peut-être plus contemporain par rapport à l'immeuble pourrait avoir de Fayol dans la trame du cours Pasteur et puis de cet environnement. La pierre, pour vous, c'est imposé de faire un immeuble en pierre. Quel choix vous avez fait justement de choisir la pierre et de lui donner peut-être un aspect plus contemporain? Parce que c'est vrai que quand on passe pour Évrard de Fayol, si on passe vite, on n'a pas du tout l'impression que c'est un immeuble, j'allais dire, moderne au sens contemporain. Tandis que vous, la MDSI, on voit bien quand même que c'est une construction neuve, même si elle est en pierre. Donc comment est-ce que vous avez abordé ce chantier? Et nous, il y a 3 raisons pour lesquelles on voulait travailler avec la pierre. C'est parce que déjà, on ne l'avait jamais fait et que, étant donné que ce bâtiment était en plein cœur du centre historique, ça se prêtait complètement. Ensuite, on était juste à côté du tram et le tramway, donc si on voulait avoir une façade avec des banches en béton, c'était beaucoup plus compliqué. On travaillait aussi avec une entreprise où il y avait des tailleurs de pierre, donc, qui est GTM du groupe Vinci. Donc on a voulu aussi exploiter leur savoir-faire. Et donc nous, notre parti pris, ça a été vraiment de partir du bâtiment. Si vous pouvez remettre l'image juste avant. Excusez-moi. Hop. De partir de l'existant. Donc si vous voyez l'existant, il y a un mur qui est légèrement biseauté. Donc on a repris l'implantation exacte au niveau de la parcelle, au niveau de ce biseau aussi. Et on a dit notre bâtiment, c'est un bloc de pierre. Et après, on vient le creuser donc pour marquer une entrée, un parvis, pour avoir des menuiseries. On vient creuser aussi en biais. Donc, mais à chaque fois, en fait, pour rester sur un monolithe de pierre. Mais après, on utilise des techniques qui sont utilisées par les artisans qui travaillent la pierre. Par exemple, on a le détail de goutte d'eau, il est également creusé, mais c'est un détail qui existe déjà dans Bordeaux. Donc on a visité beaucoup de bâtiments pour reprendre toutes ces techniques. On a, comme vous êtes sur les biais, on a utilisé la technique du layage en prenant un chemin de fer. Et ensuite, on s'est aussi adapté à ce bâtiment parce que ce bâtiment, on avait besoin d'un facteur lumière-jour assez important. Donc, par exemple, les linteaux dans la ville de Pierre, ce sont des petits linteaux qui sont adaptés à la pierre. Et là, donc, on a des linteaux en béton, mais qui sont recouverts par une pierre qui est en forme de U, où on reprend le joint de la pierre. Et les joints de la pierre, donc c'est la pierre de Bordeaux, donc 30, 60, 33 d'épaisseur, qu'on allait chercher à la carrière de Cantenac, qu'on a choisi nous-mêmes. Encore un détail, c'est le nom des rues est gravé dans la pierre, encore une fois, pour rester dans une certaine pureté. En fait, c'est vraiment... Donc on a voulu avoir un parti pris contemporain, mais utiliser des techniques qui sont des techniques de pierreux, et qui font que ce bâtiment, si on passe dans le cours Pasteur, on le voit, enfin il s'adapte également à la ville, quoi. On pourrait ne pas le voir si... Oui. On s'est posé la question du couronnement. Oui, couronnement en pierre, qui a l'air plus épaisse que... Vous avez déjà parlé de ça? Non. Non. Qui avait l'air plus épaisse au-dessus des fenêtres. Il y avait une couleur différente avec la pluie, je pense, mais c'est quoi la matérialité? C'est pas les mêmes pierres en fonction de... Alors il n'y a quasiment pas une pierre qui se ressemble en termes de dimension, donc il y a un gros travail de stéréotomie là-dessus. Et donc on est aussi, au niveau de la sous-face, on est également en pierre. Mais après, toutes les pierres viennent de la carrière de Cantenac. Et on a vraiment constaté tout à l'heure que tout le bandeau du haut était plus sombre avec la pluie. Alors c'est peut-être un... Oui, après c'est l'action chimique de l'eau sur les pierres. C'est ça, c'est l'eau. Après, c'est pas forcément deux pierres. C'est un différent. La teinte de la pierre était plus rousse. Après, c'est l'évolution de la pierre. D'accord. Naturellement, il y a un panachage de toute façon qui se fait dans les sources même de la carrière. On a le même type de pierre. Il n'y a pas une pierre plus dure pour les couronnements. C'est même calcaire, Frontenac. Oui. Alors, les caractéristiques de l'architecture de pierre, pour moi, ce sont les horizontales. Pourquoi les horizontales? Parce que
les horizontales, le soubassement, les bandeaux, la corniche. Ce sont des éléments d'abord où la pierre, on utilise la pierre avec des coefficients de dureté supérieurs au remplissage, parce que l'ennemi principal de la pierre, c'est l'eau. Et donc, pour moi, l'architecture de pierre, c'est ces horizontales qui protègent, qui permettent de protéger ce qui est en dessous. Le soubassement pierre dure pour limiter les remontées capillaires, les bandeaux pour protéger ce qui est en dessous, et la corniche, voilà. Et si vous avez des taches sombres en haut, j'aurais tendance à dire c'est normal, puisque la flotte, il n'y a pas de protection. Je voudrais juste qu'on termine le tour de table avec les trois architectes qui nous ont fait visiter leur création. Donc avec Florian Feld, on en avait déjà parlé, puisqu'on l'avait déjà visité, mais c'est l'occasion quand même d'en reparler. Vous, donc pareil, on l'a vu, donc rue Lafayette, la surélévation d'un immeuble de R+2 à R+6 dans un secteur qui est assez surveillé, si je puis dire. Donc là, pareil, on a vu dans la cage d'escalier les différentes esquisses que vous avez faites. Donc au départ, vous aviez pensé peut-être à faire une surélévation qui n'était pas en pierre. Qu'est-ce qui finalement a fait que vous êtes revenu à la pierre? J'allais dire, au classicisme finalement. La genèse du projet, c'était le réaménagement de l'immeuble en tant que tel. Et puis le maître d'ouvrage s'est posé la question, il dirait est-ce qu'on peut surélever? Le maître d'ouvrage qui est un promoteur immobilier avec qui on travaille beaucoup, et donc on a pris le règlement du PSMB, qui nous dit en gros, vous pouvez vous mettre à la hauteur de l'immeuble d'à côté. Donc là il m'a dit on y va, on y va à fond. Et donc on est arrivé sur un gabarit de R+2 R+6. Donc aller rajouter 4 étages sur une parcelle de 120 mètres carrés à cet endroit-là, c'est pas un exercice qu'on connaissait bien, et on n'est pas forcément de référence en tête. Donc il n'y avait pas de mimétisme. On a un peu tout testé. Et finalement, le dessin final de la façade, la proposition de la pierre, c'était un peu un dessin de consensus entre les échanges qu'on a eus avec les bâtiments de France de l'époque, Bruno Fortier, l'architecte conseiller de la ville. Et finalement, voilà, ça a été le matériau sur lequel tout le monde s'est dit ouais, ça peut passer, ça marche. C'est pas trop marqué, ça peut faire une bonne transition avec le patrimoine existant, et c'est ce qui a fait, je pense, le consensus auprès de tout le monde. D'accord. Et alors, justement, peut-être Bruno Fayol, cette question, est-ce que la pierre, ça donne forcément une architecture classique? Est-ce qu'on peut faire de l'architecture, j'allais dire, contemporaine dans le temps, on en fait, mais est-ce que ça réduit forcément au classicisme, la pierre? La réponse est aux architectes. Je dis ça pas pour tirer en touche, mais il n'y a pas de raison. Le problème à Bordeaux, c'est qu'on est marqué, c'est plutôt une question d'imprégnation de la culture urbaine qui existe, qui peut aider effectivement dans le projet à se délimiter. Mais là, on voit bien qu'il y a des possibilités de construire, il faut dire de l'architecture pour être cubiste à la manière du mouvement moderne, sans problème. C'est pas un problème. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, il est... D'accord, c'est pas le matériau qui conditionne... Non, le matériau, il a ses conditions, oui, parce que finalement, dès qu'on a une taille de pierre à l'œil, vous le savez bien, on n'a pas comme un élément lisse, on a un élément qui se voit. Entre parenthèses, ça pose très bien la question du mortier, d'impression de mortier de façade, alors que dans les maisons de Bordeaux, quand vous les regardez, des pierres, on a 33 cm au 19e assez facilement sur les hôtels et le reste, et on a une épaisseur de mortier, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est liée à la dimension des cailloux de rivière pour permettre le séchage de la chaux en temps. Donc l'architecture horizontale est aussi le fait de mode de construction, parce qu'on ne construit que quand on a relativement obtenu un taux de séchage. Donc c'est complètement long, donc c'est impraticable. Donc on a une structure différente, et évidemment l'effet à l'œil change complètement, mais là, beaucoup de possibilités, on l'a vu, on a des angles très droits, on peut les avoir de biais. Le matériau lui-même a beaucoup de possibilités techniques. Après, c'est une question de calpinage, oui, moi je suis d'accord, et par derrière, de réalité de cette apparence de pierre par rapport au projet lui-même, d'accrochage, on va dire, puisqu'il n'est pas un matériau porteur. Oui, enfin là, la façade est autoportante. Elle est autoportante. Après, on peut avoir un bâtiment en pierre
pierre de taille et pierre structurelle. Oui, c'est c'est possible, ce que- c'est autre chose. ce dont tu peux parler. Pour l'immeuble que vous avez fait, Coureur de Fayard, on revient à ce que Marie-Astrid disait dans la présentation des précédents ateliers. J'allais dire, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est de l'architecture invisible, c'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à faire, voilà, je suis architecte et c'est moi qui fais ce bâtiment. Il y a évidemment un gros travail d'architecte, vous l'avez dit, dans la partie technique, etc. Mais dans le visuel, c'est un immeuble qui se fond et qui n'essaie pas on l'avait dit la dernière fois, d'être matu vu, de dire regardez, c'est moi qui l'ai fait. Quoi. Tout à fait. D'ailleurs, pour moi, le projet qu'ils ont fait, ils ont utilisé la pierre, mais ils l'ont utilisé de façon contemporaine. C'est-à-dire que le volume dimensionnel, moi je trouve que ça sert très bien. Je trouve que pareil, encore une fois, dans le détail du dessin, je trouve ça très intéressant. C'est un projet pour moi contemporain, dans lequel il y a eu l'utilisation de la pierre. Donc, pour répondre à la question, on a eu deux façons de traiter le projet, avec le même matériau qui est la pierre. Il y a deux façons différentes de traiter le projet. Et autant le projet qu'ils ont fait, je trouve qu'il s'insère parfaitement dans notre voie. Mais pour autant, l'écriture est pour moi contemporaine. Et d'ailleurs, le débat qu'on avait sur l'acrotère, c'est peut-être juste un débat de proportion, parce que le fait que moi, il n'y ait aucune finition en haut, dans l'esprit de dire c'est vraiment un monolithe, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, est-ce qu'il n'est pas un peu haut peut-être, mais ils se sont alignés sur la corniche existante de droite? Il y a peut-être un débat, mais je trouve qu'au contraire, avec une corniche, avec une moulure, avec quelque chose, ça aurait perdu de la force au niveau du projet. Quoi. Bien sûr. Enfin, après, pour moi, c'est une façon contemporaine d'avoir traité un projet avec de la pierre. Après, on a aussi cette réflexion sur la pérennité, pour reprendre ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, on n'a quasiment pas de ressaut ou de bandeaux qui permettent de faire rejaillir les écoulements d'eau de pluie en dehors de la façade. Donc on peut se positionner sur ce type d'architecture qui me plaît beaucoup d'ailleurs, mais sur lequel on pourrait se dire qu'à d'autres endroits où on a peut-être plus d'arbres ou de végétation qui peuvent faire en sorte qu'on a une colonisation par les spores et les mousses, etc. Là, je me souviens plus de quelle année, si c'est marqué 2014, on voit que la pierre en elle-même, même si elle n'a pas de ressaut, reste très propre. On a quelque chose qui est tangible. Peut-être que si on était près du Grand Parc, on n'aurait absolument pas la même apparence au bout de 5 ans. Et ça, il faut pouvoir se positionner aussi en fonction de l'endroit où on construit. Donc voilà, je trouve que c'est effectivement, on a une architecture de volume très pure. On aurait pu se poser la question, effectivement, comme je ne sais plus qui l'avait émis, ce couronnement tout en haut qui finalement ramène cette petite galette qu'on voit pas on la voit pas énormément, mais on l'aperçoit. On aurait pu se dire qu'à cet endroit-là, on avait peut-être une pierre massive qui aurait pu avoir un fruit ou éviter d'avoir ce petit couronnement. Mais après, c'est après, ça fait 5 ans, pour l'instant, c'est vrai que la façade reste en bon état. Quoi, donc, mais je pense réellement que le fait qu'on ait le tramway, donc sans doute moins de véhicules, pas de végétation ou pas d'arbres à proximité, joue beaucoup sur la pérennité du matériau. Juste avant que je donne la parole à Marie-Angèle, je reviens sur ce que vous avez dit. J'ai pu comprendre que vous disiez que vous aviez choisi la pierre aussi, parce qu'il y avait le passage du tramway plutôt que le béton. Vous pouvez nous l'expliquer? Parce que, en fait, venir, par exemple, travailler en béton, apporter des banches, donc c'est très encombrant et c'est très compliqué. Alors que la pierre, finalement, c'est des petits modules. D'accord, donc c'est plus facile. Voilà, oui, c'est ce que vous disiez. Il y a aussi les contraintes du chantier. Vous expliquez un peu ce qui s'était passé. Du coup, là, la façade est en pierre autoporteuse de 8, mais derrière, c'est de 33. Ah, de 33. Autoporteuse. Moi j'avais compris 8. Donc c'est véritablement de la pierre massive. Oui, d'accord, ça change tout. Donc il n'y a pas de structure porteuse derrière. J'ai plus en tête l'isolant, mais après le bâtiment il est BBC. Donc on peut aussi faire un bâtiment BBC en pierre. Souple. Non, mais c'est par rapport à... On oublie à Bordeaux que de toute façon, la question de l'architecture à Bordeaux, le toit à la bordelaise, à la guise de Bordeaux,
qui a été foutu en l'air par l'architecture de la place de la Bourse, a introduit les corniches. Ça protège relativement. Sauf que avec la circulation, quand on a commencé à nettoyer les façades, il faut étudier le temps qui fait que les façades sont redevenues grises avec la circulation urbaine. Donc de toute façon, vous n'éviterez pas, que ce soit l'eau ou que ce soit les modes de circulation, il y aura de toute façon un temps, on va dire, de réhabilitation de la façade. On voudrait faire une architecture qui ne soit dans le temps immobile. C'est pas vrai, donc on le sait. Donc le problème, c'est que les acquéreurs n'aiment pas beaucoup quand on leur rappelle que dans 10 ans, il va peut-être falloir nettoyer. Voilà. Peut-être que ce sera moins encrassé qu'auparavant. Avec le tram. Les modes de pollution urbaine sont un peu moins contraignantes qu'il y a 50 ans, à dire. Oui. Pour autant, effectivement, je suis bordelais depuis peu, donc je ne vais pas imposer mon savoir, mais il me semblait bien qu'effectivement la pierre de Bordeaux avait tendance à s'encrasser au cours d'une dizaine d'années. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va peut-être gagner quelques années, peut-être 15 ans, avant de commencer un premier ravalement. Et même ce niveau de ravalement, aujourd'hui, on a des techniques un peu plus douces. Et en tout cas, j'entendais tout à l'heure le chemin de fer. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le pratique plus. C'est même interdit par le C'est interdit. Ah bon ? Ça ne pose aucun problème. C'est sur une pierre qui est là depuis... Quand on parle de cette architecture qui est neuve, parce qu'elle n'a que 5 ans, dans une dizaine d'années, s'il faut qu'on vienne la ravaler, il faudra qu'on soit avec des méthodes douces qui permettront, alors sans avoir l'effet du neuf, parce que ça, la patine fait qu'on ne la retrouve jamais, mais on réussira à avoir un désencrassement assez efficace même sur cette architecture qui n'a pas de rejaillissement. Et donc, je suppose, pardon, juste évidemment pour revenir sur ce commentaire, ça fait partie du projet initial quand vous le faites, évidemment. Qui dit pierre dit encrassement, même si effectivement le secteur où vous êtes, il y a le tramway, il y a moins de circulation. Côte Pasteur, il y a également le tramway, donc un peu moins de circulation. Et puis la rue Lafayette n'est pas une des rues les plus passantes de Bordeaux, mais forcément, quand on fait un immeuble en pierre, on prend en considération le fait que la pierre se salit, peut-être, quoique le béton aussi se salit, mais la pierre se salit et que donc il y a le coût d'entretien aussi qu'il faut envisager pour l'avenir, de dire ça compte dans l'établissement du projet, justement. Enfin, moi, je sais que plusieurs fois, quand j'ai fait des projets comme ça, on a discuté avec M. Etomba, par exemple, ou autre, le plaquage pierre de 2 cm, la problématique du plaquage pierre, parce qu'on peut très bien, malgré tout, retrouver un retour en réel. Donc on peut avoir, pareil, l'apparence d'une pierre massive. La problématique est plutôt, effectivement, sur la durée. Quand on va ravaler la pierre sur un 2 cm, on va peut-être faire un ravalement, mais le deuxième, ça va commencer à aller toucher au-delà de la pierre, quoi. Donc le fait de passer sur de la pierre de 8, parce qu'au-delà de 2, de toute façon, coller, ça ne marche plus. Donc on est forcément en agrafé. Et pour que ça soit de l'autoportant, il faut passer à partir du 8. Donc on n'a pas un juste milieu, on n'a pas du 4 ou 5, c'est très compliqué au niveau de l'entreprise de trouver. Donc le fait de passer en plaquage de 8 permet d'une part d'être autoportant, mais également de pouvoir avoir une durée de vie, donc un ravalement, de faire plusieurs ravalements durant la durée de vie du bâtiment. Il faut éviter le terme ravalement, il faut surtout parler de nettoyage, parce que si vous voulez ravaler, effectivement, à chaque fois on gratte, et en plus, là, donc on est sur la pierre de taille, la pierre qui est sortie de carrière. Donc là, on peut y aller à l'outil. De toute façon, c'est ce que faisaient les anciens. On taillait parce que la pierre a cette capacité à créer une couche protectrice, ce qu'on appelle le calcin. C'est-à-dire qu'il y a une carbonatation qui se crée et cette couche, elle protège la pierre. Et malheureusement, il y a eu des nettoyages ou des ravalements qui ont été faits. Et la première chose, c'est ce qu'on entend dans les rues, c'est le chemin de fer qui passe là-dessus, qui enlève cette couche de protection. Et donc, la pierre n'est plus protégée et elle s'altère beaucoup donc ça, c'est interdit maintenant. Oui, sauf que malheureusement, vous vous promenez dans Bordeaux, vous entendez l'outil, quoi. L'outil, d'ailleurs, le fameux chemin de fer, qui était là pour
pour débiter des moulures, pour débiter... on n'utilisait quasiment pas, enfin les anciens n'utilisaient pas le chemin de fer, qui est un outil du 19e, ils n'utilisaient pas le chemin de fer pour tailler les parements droits. Ils le taillaient à l'outil, à l'allée, ou voilà. Donc là, 33 cm, vous avez posé, vous avez taillé. Là, la pierre est en train de créer son calcin. 5 ans, voilà, elle a créé son calcin. Ça coûte de protection. Après, il faut l'entretenir, le nettoyer. Le nettoyer, alors, le problème, c'est qu'il faut monter des échafaudages. Mais éventuellement, parce qu'à la nacelle, avec la plateforme ça va être compliqué, mais un jet d'eau, et puis ça y est, elle est nettoyée. Et puis elle va repartir pour nous sur les édifices beaucoup plus anciens. Ce qu'on évite, si vous voulez, c'est que la poussière s'encroute. Donc il faut dégager cette poussière. Et votre parement est ça. Sur des édifices un petit peu plus anciens, avec des éléments moulurés, sculptés, on fait passer un restaurateur avec un petit aspirateur, une brosse. Et puis voilà, et on retire la poussière, et c'est reparti pour 10-15 ans. Et ça protège le caillou, quoi. Voilà. Donc pas de ravalement, mais un nettoyage. Sylvain, peut-être... Non, moi j'avais cru comprendre que la meilleure méthode pour entretenir une façade, c'était de la laver. Oui, mais oui, enfin, et c'est de faire couler de l'eau, pas forcément à haute pression. Non. Parce que la pierre a cette capacité, alors on l'a très bien dit, son pire ennemi c'est l'eau, mais en même temps, elle a cette capacité à absorber l'eau et à la rejeter par des échanges avec l'air, qui est assez impressionnante. Je crois qu'une façade d'un immeuble en pierre traditionnel peut absorber jusqu'à 600 litres d'eau en hiver et la rejeter par évaporation à la période sèche. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est du temps. Parce que faire couler de l'eau sur une façade pendant longtemps, ça veut dire... D'abord, c'est pas très écolo parce qu'on consomme beaucoup d'eau. C'est ce que j'allais dire. D'abord, il y a maintenant avec la consommation d'eau, et puis il y a aussi le fait de laisser un échafaudage très longtemps devant la façade. Ouais. Mais la meilleure solution, c'est ça, c'est de laver la façade. À la condition que la façade soit pas trop polluée. C'est ça. Parce que l'eau dissout la pollution, des sels, des sulfates, des nitrates, l'amène à l'intérieur, au cœur de la pierre, et après par ce phénomène d'évaporation, elle ramène, il pleut, l'eau rentre, ça dissout les sels, les saloperies, la pollution, ça l'amène à l'intérieur du matériau, et puis le lendemain, un gros soleil, donc toute cette eau qui est à l'intérieur va s'évaporer, mais elle va en même temps faire migrer toutes ces saloperies en façade. Or, les sels de cuisine, hein, c'est très dur. Et donc, ça fait péter la surface. Et puis c'est un processus sans fin, quoi. Une fois que la pierre est attaquée par les sels, c'est... Mais alors, ça, je rebondis sur ce qu'a suggéré Sylvain, mais c'est quelque chose qui est évidemment à prendre en compte désormais dans le matériau de construction, avec tout ce qui se passe au niveau réchauffement climatique, transition énergétique, etc. Maintenant, je suppose que les architectes, vous êtes obligés de tenir compte de ces phénomènes dans vos choix. Est-ce que la pierre, c'est un matériau durable et écologique? Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans le choix de la pierre, justement, en se disant, voilà, comme dit Sylvain, laver la pierre à grande eau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, alors qu'il y a des périodes de sécheresse, qu'il faut économiser l'eau. Quand on passe dans un chantier alors pas de ravalement, mais de nettoyage, où on voit cette eau qui s'écoule et qui part n'importe où, voilà. Est-ce que forcément, dans le projet, le choix du matériau, on pense à ça? On peut la retraiter. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même assez peu de chantiers qui le font. Et en complément de ce que vous dites aussi, est-ce qu'il y a des produits de protection qui sont utilisés sur la pierre pour permettre justement d'avoir ces nettoyages
de manière un peu plus espacée, comme la pierre est un matériau minéral, comme pour ma partie, moi, le béton, et le béton, on applique de la lasure, des hydrofuges, des choses comme ça, qui le rendent plus pérenne. Est-ce que ça marche aussi sur la pierre, ces traitements-là? On applique aussi des hydrofuges, et ils ont des durées de vie. C'est-à-dire, quelle est la durée de vie d'un hydrofuge? Ça dépend, ça dépend de l'exposition. Exactement. Le minimum. Avec un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont plus vite. Si on a tendance à repasser, on va passer partout et on va accumuler dans certaines zones qui n'ont pas été lavées des couches d'hydrofuge qui risquent d'être à long terme des sources de dégradation. La pierre demeure le calcin, quand même. Ouais, oui, totalement. Oui, parce que le calcin, c'est quand même quelque chose. Peut-être pour revenir à la question posée, alors l'intérêt de la pierre, c'est que la masse volumique de la pierre est importante. Donc on crée de la masse, on crée de l'inertie dans le bâtiment qui est intéressant. Après, la pierre n'apporte à la lambda une résistance amicalaire qui est très faible. Donc il faut quand même faire un complément à l'intérieur en laissant passer l'évaporation de l'eau, parce que ça c'est important quand on a la pierre. Donc la pierre peut contribuer à un projet RT 2012, voire au-delà, à condition de mettre quelque chose avec. Là, dans le cas, moi, de mon projet, on a une brique avec un R de 1,1 par exemple, ou 1,15. On a un vide d'air qui est ventilé, donc qui permet une ventilation qui est intéressante, plus encore le plaquage de vitre. Donc on est sur une résistance thermique assez intéressante. Après, je pense qu'on peut faire des projets RT 2012, voire même au-delà, avec de la pierre. Quant à la pérennité de l'ouvrage, pour moi, une pierre, une façade en pierre, va durer beaucoup plus longtemps, éventuellement qu'un bordage bois ou qu'un enduit brique. Que le béton. L'avantage de la pierre, c'est qu'il y a un caillou qui est en mauvais état, on le sort. Une façade en béton, c'est plus difficile. On traite du béton des années 30 par exemple, et on a fait quelque chose. Oui, mais ça c'était dans les premiers bétons. Aujourd'hui, on est capable de faire des On va rester dans la pierre, parce que là on va parler. À l'entreprise Lafarge, mais d'abord, faire. Non, c'était juste pour dire, on parlait de la question de la capacité constructive et thermique de la pierre, mais on se rend compte aujourd'hui, alors on revient un peu à ce que disaient les anciens, mais il y a au-delà de la notion de la thermie, de la qualité intrinsèque du matériau, il y a ce qu'on appelle maintenant souvent le bilan carbone, c'est-à-dire d'où est extrait le matériau. Et ce qui était très intéressant, alors je ne vais pas en m'étaler trop longtemps, mais on revient finalement à cette logique de dire on a des carrières avec des matériaux à disposition pas très loin, et ça a du sens finalement aussi de les appliquer. C'est du circuit court. Voilà, c'est du circuit court. Et ce qui est évident, c'est que pour en avoir discuté avec d'autres architectes et même des promoteurs qui se mettent à faire des constructions en pierre massive, la localisation des carrières est le facteur clé pour pouvoir utiliser aussi le matériau pour avoir une filière globale et pas juste sur la matérialité. Aujourd'hui, on a tous ces facteurs qui entrent en compte, donc c'est sûr qu'on a encore la chance d'avoir des carrières qui peuvent produire pas très loin d'ici. Et je pense que c'est aussi un des facteurs de décision, en tout cas pour nous à l'agence, dans la conception des projets. Il y a le facteur thermique, mais il y a le circuit global, il y a la vision globale du matériau. On peut les citer, les carrières. Il y a Frontenac. Il y a Frontenac. Il y avait la pierre de ce nom avant aussi. En carrière ouverte. Il n'y a plus que Frontenac. Il n'y a plus Frontenac. Autrement, il faut aller la chercher en Charente. Charente, Dordogne. Charente et Dordogne. C'est pas les mêmes calcaires. D'ailleurs, sur les calpinages des architectes au début du siècle, on marquait les types de calcaires en fonction des. Sont marqués sur les projets en façade. On utilisait 3 à 4 calcaires pour la même façade. De Blaye jusqu'à... Moi j'ai trouvé un petit document d'un ingénieur du 19e, comment ça En 1859, il y a un recueil avec Et la carrière de Frontenac, je dirais, peut arriver aussi à épuisement. Ça pose la question de l'autorisation préfectorale pour faire des carrières. Parce que ça aussi, les carrières, c'est pas forcément très bien vu par les associations de protection de l'environnement. Enfin, ça, on a... Mais ça fait partie du sujet quand même. Parce qu'effectivement, ces associations ne font peut-être pas le lien entre
leur idée de défense du paysage et de ne pas vouloir ouvrir de carrière et de vouloir par ailleurs préserver un matériau. C'est vraiment un raisonnement global. Voilà, donc, faut Non, mais ça, élargir parfois le sujet. j'allais dire, c'est les contradictions au sein de la protection de l'environnement entre ceux qui veulent les énergies renouvelables et les éoliennes et ceux qui disent que les éoliennes, ça détruit le paysage. Donc on est au cœur de ces contradictions. Juste, on n'a pas abordé la question de la récupération, qui pour l'instant est très marginale et qui coûte cher. On arrête, mais pour... On a le temps. Non, mais pour la pierre, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est pas que la pierre, c'est l'ensemble des matériaux. On l'abordera pour le bois, puisque les bois neufs et les bois anciens n'ont pas du tout la même résistance dans le temps long. Et donc la question de la récupération, elle commence la filière de la récupération à se faire, notamment pour les pierres massives, d'une façon générale. Alors je ne sais pas où on en est, mais ça vaudrait le coup d'en parler de façon, comme tu le dis, de façon plus globale aussi. Parce qu'il y a le coût de défaire, ça coûte cher de défaire en tenant compte du matériau lui-même qu'il faut déceler, etc. Ça, il faut le stocker, il faut le préparer, il faut le etc. Juste pour terminer sur ce que tu disais, puisqu'il y avait aussi la question de l'entretien qui était soulevée, on parle de la pierre qui est quand même un matériau qui finalement a une durée dans le temps assez forte, qui est facile à nettoyer. On peut comparer à l'ensemble des autres matériaux qu'on met en œuvre sur l'ensemble des projets, qui nécessitent aussi de l'entretien et des ravalements, et souvent bien plus fréquents. Parce que finalement, aussi dans l'inconscient, ça choque personne qu'une façade soit en pierre, soit salie. On avait cette discussion avec Sylvain ce matin quand on visitait ton immeuble. On disait, est-ce qu'il faut que ce soit ton immeuble qui salisse ou l'autre qui soit ravalé? Et finalement, on accepte aussi sur des matériaux de qualité, on accepte ce vieillissement dans l'inconscient. Donc ça, on n'a pas forcément envie que des bâtiments neufs tout blancs partout. Il y a peut-être une autre question aussi sur la pierre. Ce problème est apparu, on en a pas mal parlé au moment de l'incendie de Notre-Dame. C'est aussi une formation de tailleur de pierre. C'est quand même une formation qui diminue. Et c'est quand même une profession où voilà, il n'y a pas un renouvellement une nouvelle génération de tailleurs de pierre qui est peut-être pose aussi la question de l'utilisation de la pierre. Après, De nouveaux outils. Après, c'est con. Non, mais on voit une réapparition. Enfin, on entend quand même de plus en plus parler sur l'ensemble des projets qu'on va sortir de terre de l'utilisation de la pierre massive dans les projets quels qu'ils soient. Donc on peut imaginer aussi que la filière, comme la filière de bois, a besoin de se restructurer ou de se structurer et se développer. C'est à nous aussi en tant qu'acteurs de pousser vers ça. C'est sûr qu'il y a une filière à structurer, c'est ça. D'autant plus que là, on ne parle pas de la notion économique de ce matériau qui coûte cher, d'une part par son achat pur et simple, mais aussi par sa mise en œuvre. Parce qu'il y a moins d'entreprises qui sont qualifiées pour pouvoir le faire. Plus on ne va pas faire de prosélytisme, mais plus on va avoir des acteurs qui sont capables de mettre en œuvre et être force de proposition au niveau entrepreneurial, j'entends, et plus on réussira à positionner auprès de nos maîtres d'ouvrage ou nos clients ce type de produit, et plutôt que de passer sur une pierre de 8 ou inférieure, pouvoir complètement avoir une construction en pierre massive, pourquoi pas. Après, on a en plus de ça les problématiques environnementales et thermiques, etc., qu'il faut compléter. Et donc, on a tendance à avoir des épaisseurs de murs qui ont tendance à s'étendre. Ce matin, quand on discutait, c'est la notion, je reviens à cette expression de coût global, c'est qu'aujourd'hui, on construit des bâtiments qui doivent être rentabilisés très vite avec des investisseurs qui achètent pour revendre. Et dès qu'on peut... Enfin voilà, je parle du projet de Lafayette, c'est celui que je connais, mais je suis persuadé que l'immeuble, regardé sur 20 ou 30 ans, coûte moins cher à entretenir qu'un matériau qui aurait été moins cher en coût de construction. Et le problème, c'est ça, c'est ce qu'on voit un peu partout. On est tous conscients de ce point de vue-là. Je trouve que les promoteurs ont de plus en plus tendance à le prendre en compte, même s'ils sont parfois très frileux, parce que dans leur opération économique, c'est plus un achat et une vente. Donc ils n'ont pas de notion patrimoniale de leur investissement. Non, on connaît des promoteurs qui savent très bien travailler dans le patrimoine, et très bien travailler dans la pierre, et ils savent que c'est un investissement très rentable qui se vend beaucoup mieux que des mètres carrés très économiques construits à la va-vite. On les connaît très bien, ces promoteurs-là, et ils font de très belles opérations dans le monde. Nous, on est parti
même constat que vous. En fait, Bordeaux, c'est la ville de pierre, et le béton est aussi un matériau minéral. Il y a beaucoup de béton, possibilités de béton teinté. Donc, on a des tons pierre qui sont longs comme mon bras. Je peux vous faire 500 à 800 teintes de béton différentes. Et de ça, on a décliné 3 finitions. Donc, il y a une finition qui est lisse, qu'on connaît tous comme du voile récent, là, tout ce qu'on peut voir. Une finition qui est texturée, où en fait on applique un déstructurant sur le coffrage et qui permet de retrouver la minéralité du béton, de faire apparaître les grains de sable, de faire apparaître les têtes de cailloux. Et une finition matricée, où là pour le coup on a moulé des pierres de Frontenac. Donc on a l'aspect de la pierre bordelaise en fait, avec une matrice en 30 par 60 qui permet de retrouver ça. Et l'intérêt du béton, c'est effectivement, comme la pierre, c'est que c'est un matériau qui est durable. Comme la pierre, c'est un matériau qui carbone aussi, qui fait de la carbonatation avec l'air ambiant. Et ces bétons ton-pierre qui sont sur des bases de ciment blanc, en fait, ont aussi un autre avantage par rapport à des bétons qui vont être teintés plutôt, ou des bétons gris. La carbonatation du béton fait qu'il s'éclaircit. Donc un béton qui est déjà blanc va plutôt avoir tendance à rester blanc et à continuer à s'éclaircir plutôt qu'un béton gris qui lui va devenir blanc. Et après, comme le reste, sur l'analyse du cycle de vie du matériau, effectivement, vous reprenez des bétons des années 30, mais ils ont quand même 90 ans. Aujourd'hui, l'analyse du cycle de vie d'un matériau, ça se fait sur 50 ans. Donc là, à 90 ans, le béton, il attaque sa deuxième vie. Et après, sur tout ce qui est recyclage en fin de vie. Aujourd'hui, on est en mesure, quand on récupère des retours béton et des bétons concassés, de pouvoir les réintégrer dans du béton pour repartir. Donc c'est pas une solution qui vient en contradiction avec la pierre, c'est une solution qui peut être complémentaire à la pierre. Alors ça veut dire par exemple que sur le plan commercial, c'est un produit justement que vous essayez pardon de l'expression, enfin c'est le cas, de vendre plus particulièrement à Bordeaux, parce que Bordeaux est une ville de pierre où c'est pas spécialement, j'allais dire, j'imagine que ça n'est pas que pour le marché bordelais, sinon ça serait peut-être un peu dangereux sur le plan business plan, mais au moins quoi, voilà, c'est un projet qui peut venir remplacer l'utilisation de la vraie pierre à Bordeaux. Le but, c'est quoi ça? Alors, le but, c'est, contrairement à peut-être votre idée du businessman, c'est une gamme qu'on a développée à Bordeaux. D'accord. Et dans ce que je vous disais précédemment, l'idée, c'est de pouvoir apporter aux architectes, aux maîtres d'ouvrage, des fois peut-être un peu plus de liberté architecturale que la pierre, qui est quand même assez contraignant, tout en ayant cet aspect de minéralité. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, on a développé cette gamme-là sur Bordeaux au sein de Lafarge France, et on a des collègues sur les agences de Lyon qui sont en train d'en faire aussi, sur Paris aussi, qui sont en train d'en faire. Donc c'est quelque chose qui prend un peu plus d'ampleur, parce qu'effectivement, des villes de pierre, il n'y a pas que Bordeaux. Oui, il y en a un peu partout de la ville. Enfin, Bordeaux est la plus belle. D'accord. Et c'est un produit, peut-être ça c'est le secret professionnel, mais c'est un produit qui marche bien, que vous arrivez à commercialiser. Alors, les chantiers en béton vus à Bordeaux, il y en a quand même quelques-uns. Donc effectivement, c'est un produit qui marche plutôt bien. Il y en a un bon exemple, je vais faire un petit peu de pub là pour le COSA Architecte, qui est le bâtiment qui est entre la Cité du Vin et les parkings. Là, il y a un bâtiment qui est en préfabriqué et l'autre bâtiment qui est dans la longueur. Celui-ci, c'est cette gamme Artévoile là de béton, où il y a justement en plus les finitions lisses et la finition texturée. D'accord. Mais vous parlez de finition, est-ce qu'on pourrait imaginer des bétons, où on réintroduise par exemple de la poudre de pierre calcaire concassée là, je pense, le chantier de COSA, il y a un échantillon qui est fait. Je pense qu'on l'a visité, il a fallu qu'on soit à 50 cm pour dire que c'était pas de la pierre. C'est quand même assez de ça. Mais vous avez vu le prototype là-bas. Non, parce que là, on a l'impression que c'est juste pour le texturé dans l'imitation. Oui, justement, c'est marrant, parce que ça reviendrait la question des façades peintes qu'il y avait à Bordeaux, d'ailleurs. Entre parenthèses, même sur les boulevards, il y en a une maison qui est peinte en rouge, d'ailleurs, du côté de la barrière judaïque, qui était dans du rouge. On peut très bien imaginer, tant qu'à créer,
justement de s'amuser à ce moment-là sur des enduits de façade qui soient dans la composition même du projet. Parce que là, on s'interdit, on dit façade pierre, donc on ne bouge pas pierre. Et du coup, avec des matériaux comme ça, en termes de conception, on peut aller dans autre chose. Ah oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai un archi, quand il a vu le prototype en pierre, il m'a dit, ben, moi, ça, j'aimerais bien le faire en rouge. Ben voilà, une forme de modernité différente. On fait un béton rouge. Vous abordez la question, on est coincé à Bordeaux dans une image. C'est une image de pierre non peinte, etc. Il y a eu une étude sur les chartrons qui disait qu'à un moment donné aussi, il y a eu au 18e, les façades étaient peintes. Et là, c'est très intéressant parce qu'on repose la question d'une ouverture de la conception à partir de ces matériaux en se tordant de l'image acquise. Ce qui est pas mal. Alors, je trouve que c'est intéressant de revenir à la notion de créativité. Ben voilà. Dans le titre même, la création architecturale, il y a cette notion de créativité. Moi, je pense qu'il y a deux choses dans ce qu'on discute depuis ce matin. C'est le matériau pierre en tant que tel, c'est-à-dire qui représente une texture, une couleur, qui effectivement est dominante à Bordeaux. Et puis il y a derrière le vocabulaire, enfin, ce que ça implique en termes d'écriture architecturale. Parce qu'une pierre, c'est un module, etc. Donc en termes de modénature, en termes de relief, en termes de décor, en termes de calpinage, etc. Et depuis ce matin, je pense qu'on oscille entre ces deux notions, c'est-à-dire l'architecture contemporaine en pierre qui s'affranchit quelque part de cette écriture, et puis d'autre part l'architecture qui reproduit cette écriture, mais qui peut très bien ne pas être en pierre, qui peut être en métal, etc. On a des exemples précis. On a une maison à Codéran, notamment, que j'aime bien, qui s'inscrit entre deux échoppes. Et en fait, c'est une façade totalement métallique, mais qui reproduit, et ce que vous disiez tout à l'heure, les horizontales, etc., qui s'appuient sur la modénature des maisons des deux côtés. Et finalement, on est dans une écriture qui est différente, mais qui s'apparente à l'écriture architecturale qui est liée à la pierre. Et puis il y a une troisième voie, je pense qu'il y a une hybridation de l'architecture. On en voit aussi beaucoup d'exemples à Bordeaux, c'est intéressant, où on utilise la pierre d'une autre manière, c'est-à-dire en association avec d'autres matériaux, etc. Et ça pose réellement la question, pour moi, de cette notion de création, de créativité. Si je me souviens bien, je crois que les deux termes qui sont utilisés par l'UNESCO pour le classement, c'est authenticité, intégrité. Et ça pose effectivement la question de l'authenticité de l'architecture. Je crois que l'UNESCO parle aussi de cité historique vivante. Ça veut dire que quelque part, cette cité, elle n'est pas totalement figée dans sa forme et que du coup, il y a cette notion de création à la fois des architectes, mais aussi peut-être des autres acteurs de la ville et de la construction. Et je pense que le sujet, il est vraiment là. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Quand on relit le PLU, parce qu'on y fait référence, on ne dit pas que l'architecture doit être strictement identique à ce qu'il y a de part et d'autre. Elle dit, on dit l'implantation, l'architecture, la dimension, l'aspect extérieur doivent être adaptés au caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages, etc. Adapté, ça veut dire quoi? Adapté, je pense, c'est par rapport à cette notion, toujours pareil, d'intégrité, d'authenticité. Et ça ne veut pas dire forcément imitation. D'ailleurs, il y a un petit paragraphe un peu plus loin qui dit « Une architecture d'imitation peut être imposée afin de conserver l'unité architecturale des ensembles urbains protégés ». Donc là, on est dans un cas de figure assez précis. Et même dans ce cas-là, je pense qu'on peut arriver à intégrer des éléments qui sont d'une architecture totalement contemporaine dans un ensemble urbain et que c'est indétectable. Je pense aux allées Tourny, là, avec l'immeuble c'est des moulins. C'est des moulins. Des moulins. Qui s'est inséré dans une séquence absolument remarquable. Et il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas finalement devant, vous avez beaucoup de mal à repérer parce qu'il a recréé effectivement les rythmes, notamment horizontaux, etc. Je pense que je pense que pour les architectes, la question elle est vraiment là, c'est-à-dire pierre ou pas pierre. C'est comment on peut arriver à s'intégrer et finalement à faire acte de création. Et je pense qu'avec la pierre, effectivement, on l'a vu, on peut effectivement créer des choses extrêmement contemporaines tout en passant, tout en s'intégrant parfaitement à l'architecture de la ville de Pierre. Donc il y a un large spectre de choses à... Je dirais même, c'est pas tant création que la question de l'inédit.
Comment on peut introduire de l'inédit dans un contexte comme ça? Parce que création, il en faut toujours, y compris pour reprendre des bâtiments qui existent depuis longtemps et qui ont une authenticité relative, enfin vécue, épaisse, on peut le dire en quelque sorte. Beaucoup de maisons d'un étage dans la ville de Pierre sont finalement des échoppes qui ont été surélevées. Simplement aujourd'hui, c'est indétectable parce que ça a été fait dans les règles de l'art et du coup, aujourd'hui, on a tendance à considérer que c'est parfaitement authentique alors que c'est déjà une transformation de la ville initiale. Donc, mais moi, quand je dis créativité, effectivement, ça interroge cette notion d'inédit, d'innovation, etc. dans le développement architectural. Je vais promis de donner la parole à Olivier. C'est le moment. C'est le moment. Je ne sais pas trop quoi dire parce qu'on parle beaucoup de construction neuve. Or, on est dans un contexte majoritairement bâti à 99,3%, on va dire. Mon chiffre est exact, je crois. Et de fait, les principales interventions sur ce secteur sont dans l'ancien existant. Et c'est là que, finalement, évidemment, quand on crée un projet nouveau, sur un foncier nouveau, ou en tout cas démoli et qui n'est pas protégé apparemment, parce que là je vois cette image, celui-ci n'était pas protégé, on peut reconstruire quelque chose et se pose la question de l'acte de créer et qu'est-ce qu'on va mettre comme matériau. J'ai entendu ce matin, c'était passionnant sur la pierre. Pas de sujet, à mon avis, le PLU autorise parfaitement la création d'architecture contemporaine, même si c'est fait de manière un peu trop rapide et cursive, ça passe. On va dire que le juge pourrait vous suivre quand vous avez délivré un permis de construire ou quand vous avez fait ce permis de construire et vous protéger pour que cette autorisation d'urbanisme soit considérée comme légale du point de vue du paysage. Mais la question aujourd'hui à Bordeaux se pose surtout sur la mutation des espaces existants dans les constructions protégées. Et là, Marie-Astrid a amené ce petit pavé là, qui est la zone UP1 du règlement. Alors je me permets de déporter un tout petit peu le débat sur les bâtiments existants. C'est vrai qu'on se passionne toujours sur le neuf, mais il y a aussi énormément de projets dans l'existant et qui sont, pour le coup, pour l'architecture contemporaine, extrêmement limités. Dans la zone UP, c'est le but de cette zone, mais on peut se poser la question de la légitimité, de la force, de la limitation, de la modification de l'architecture. Moi, c'est la question que je me pose, en tout cas en tant qu'avocat qui suit des projets dans l'ancien, dans le neuf. Dans l'ancien, on a cette limitation très forte. Et on a un exemple tout récent qui fait la une des journaux bordelais, je ne vais pas le citer parce que c'est pas intéressant, qui est quand même assez significatif sur qu'est-ce qu'on fait d'un immeuble existant et protégé. Est-ce qu'on peut l'évider complètement et est-ce qu'on peut détruire la façade aussi? Et en plus, alors la façade est protégée en général, mais est-ce qu'on peut garder une façade complètement, et vider l'intérieur et s'affranchir complètement de ce document-là? Comment faire un restaurant? Sans nommer non plus. Par exemple. Alors, je vais juste vous lire deux textes à l'intérieur de ce document parce que. Quelle page? Alors, page 21, page 21 et alinéa 2 et 3. Les travaux sur les constructions protégées doivent respecter les prescriptions réglementaires des articles du présent règlement. Bon, ça c'est assez basique. 10 villes de pierre. Ils doivent assurer la conservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments de décor qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique ou culturelle. Ça c'est assez classique et ça ressemble un peu à ce qu'on a dans les PSMV. Mais je vous demande d'observer. C'est un règlement qui a été écrit par l'architecte. Exactement. Mais alors, c'est très intéressant parce que la mutation des règles d'urbanisme, qui était une des règles de production de bâtiments en zone périurbaine, est inspirée des PSMV pour aller dans les PLU patrimoniaux qui sont en bordure de secteurs sauvegardés. Et ces règles-là sont récentes, elles ont été créées par des lois assez successives des années 80, 90, 2000, et elles ont permis de créer un corpus juridique en dehors de ces secteurs protégés qui permet aux maires, donc avec la compétence urbanisme, et à la métropole en l'occurrence à Bordeaux, de venir créer des règles de protection. Mais parfois je me pose la question, et je trouve que le PLU de Bordeaux va beaucoup plus loin parfois que le PSMV, alors que le document est patrimonial. Je vous dis tel que je pense les choses. Le PSMV est encore plus loin parce que c'est des protections d'intérieur, mais pendant très longtemps on s'est posé la question de savoir si un PLU pouvait réglementer les matériaux. En fait, la réponse était non. La réponse était non. Jusqu'au 11 juillet 2019.
où la Cour d'appel administrative de Lyon a dit c'est bon, un PLU peut prescrire des matériaux. Donc quand on vous dit la pierre à 8 cm, on peut y aller. Alors ça mérite d'être confirmé par le Conseil d'État, mais vous avez déjà une ouverture très forte. La Cour d'appel de Lyon en général est assez costaud. La Cour d'appel administrative de Lyon, c'est un arrêt du 11 juillet 2019. Je vous donnerai les références après la... Mais ça veut dire que on déplace l'outil de protection parce que le PSMV est petit finalement, à l'extérieur du document PSMV. Et on crée des outils qui sont plutôt des outils de patrimoniaux, des patrimonieux, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a dans un PSMV, je vous le rappelle, l'autorisation de protéger les travaux sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur, ce qui est extrêmement intrusif pour la propriété privée. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des gens qui ont des droits qui sont liés à la propriété. Mais bon, et là, pareil. Et donc, dans ce document, on a ces expressions-là. Et ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées, des travaux de démolition complète, les travaux de démolition partielle, qui consistent à ne conserver que les façades. Donc on a cet exemple médiatique qui semble s'en être affranchi. Bon. Mais il s'appuie sur l'ancien PLU. Non, je crois qu'on est vraiment sur ce PLU-là. Mais bon, enfin, ça suscite le débat. Hein. Oui, après, c'était sur le même, effectivement, le même. Après, à la page 38, vous avez, je ne vais pas être très long sur les citations, vous avez des règles de protection qui sont extrêmement fines et précises, mais qui ressemblent encore une fois beaucoup au PSMV, puisqu'on vous dit, par sa conception, sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer. Sans les altérer, c'est très fort. Tout élément d'architecture de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tel que la façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription et contribuant à l'intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et, le cas échéant, restitué. C'est du PSMV. Copier-coller du PSMV. Exactement. Et alors, attendez, je finis. Si on modifie la toiture, pour reprendre l'exemple médiatique, toute modification de la forme de la toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée si elle rétablit les formes et pentes des matériaux conformes à l'architecture de la construction. C'est-à-dire, on doit revenir à l'esprit de la construction du bâtiment. Donc, bon, c'est... Alors, tout ça est... Qui donne une forme d'ouverture. Ces passages-là qui sont au cœur du sujet du dossier dont on a parlé tout à l'heure, mais qui sont surtout révélateurs... Ça induisent quand même des choses. Qui sont révélateurs, à mon sens, de l'extrême fermeture du document, et c'est certainement le but politique de ce document, et juridique bien sûr, puisque le juridique suit le politique, c'est le but de ce document pour moi, et du coup on a du mal à apporter de l'architecture contemporaine dans ces projets-là, parce qu'il y a une très forte, et en tout cas de la surélévation, etc., puisqu'on ne peut le faire que lorsqu'on rétablit des édifices qui étaient plus hauts à l'époque de leur construction, qui ont été rabaissés entre-temps. C'est extrêmement fermé. Et les lectures peut-être, permissives que les services pourraient faire sont en danger lorsqu'elles sont devant le juge administratif. Et la création contemporaine dans ce règlement, elle ne se place pas dans les constructions protégées. Mais oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, non mais je finis juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu des exemples, mais c'est le... Il y a 70% des constructions dans le PLU qui sont protégées. Mais je vous dis juste que la proportion des bâtiments existants à Bordeaux, c'est de 99,3%. Enfin, il n'y a rien, en fait, sauf à démolir. Et en fait, je vous rappelle quand même, mais au-delà de ça, enfin, on est dans une économie de la rareté du foncier et on doit reconstruire la ville sur elle-même, et même le patrimoine ancien doit se poser la question de sa densité. Bon, c'est des travaux qui ont été faits partout. Alors évidemment, pour les patrimonieux, c'est une question qui est compliquée, et moi je ne veux pas du tout la trancher, mais je vous dis juste que la question va se poser de manière de plus en plus forte. Et donc il faut déjà se dire, je vous rappelle, demain j'interviens sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, le principe présidentiel. J'interviens dans le cadre de l'Oiseau avec des promoteurs et pour leur dire qu'ils ne peuvent plus construire à l'extérieur de la ville. Ils vont aller où, évidemment que la question se pose avec densité. Il y a des gens qui viennent acheter du foncier ancien et ils veulent le transformer. Et alors, je trouve que les réalisations qu'on a vues ce matin sont parfaitement intéressantes, mais il faut voir aussi, dans le patrimoine très protégé, ce que l'on en fait. Ou alors, en tout cas, si on protège comme ça, ne laissons pas faire des choses qui sont complètement contraires, et sinon on ne comprend plus la norme. Moi, j'adore les normes quand elles sont appliquées. Les normes qui n'est pas appliquées, ça ridiculise toute l'institution. Vous, la collectivité qui crée les normes, les gens dans la rue qui disent « mais c'est quoi Pierre, Paul ou Jacques n'ont pas la même règle que les autres ».
les juges derrière qui sont obligés de sanctionner. Enfin, c'est très grave après. Donc voilà. Bon, après j'arrête. C'est la question de qu'est-ce qu'on a le droit de déposer pour restaurer et qu'est-ce qui est interprété comme une démolition. C'est un sujet qui est aussi un sujet à l'appréciation que déteste effectivement le réglementaire. Après, si je peux répondre, que le parti conservateur, on va dire, de ce PLU s'inspire du PSMB, ça me semble tout à fait logique, parce qu'on ne va pas inventer un niveau en dessous, comment dire, l'idée c'est pas d'être dans de la gradation, l'idée c'est du moment qu'on décide qu'on protège et qu'on conserve des choses qu'on a identifiées, à ce moment-là, on le fait bien. Ensuite, on prend le parti de dire tout ce qu'on a repéré qui a un intérêt peut poursuivre sa vie. On a banni la référence à l'état d'origine. C'est pas un état d'origine qu'on vise, c'est un état architectural satisfaisant, c'est-à-dire cohérent, qui aurait pu exister. Et ensuite, on s'intéresse pas seulement à ce qui existe et avec lequel on doit faire, mais à qu'est-ce qu'on peut construire à côté, à proximité, pour venir compléter. Donc, Sylvain disait souvent, on ne protège pas plus, on protège mieux, et on met, par rapport à vos ambitions de densité, le focus sur les endroits où c'est nécessaire de renouveler. On aimerait bien qu'il y ait des démolitions et des reconstructions. Il y a eu quelques exemples. Donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'on a fait les deux choses. On a dit, ça, il faut faire avec, il faut le garder, il faut arriver à le remettre en scène. Et il y a des endroits où il y a vraiment des nécessités de reprendre. Et notamment, on partait du PLU de 2006, il y avait les cœurs d'îlots qui étaient entièrement sacralisés, alors que parfois occupés par des grandes de l'ancienne industrie, des hangars, des choses comme ça. Donc ce règlement a cette vocation-là. Alors que dans sa partie conservatrice, il s'inspire du PSMB, moi je trouve ça normal. J'aurais bien aimé que le PSMB s'inspire plus du PLU dans la partie renouvellement de la forme urbaine et des emprises constructibles, ce qu'il n'a pas fait. Il y a quand même un distinguo entre PLU et PSMB, c'est-à-dire que le PSMB, il va régir l'ensemble de la construction et les deux faces, les deux façades, sur rue et sur l'intérieur. Parce que ce dont vous parlez, ça s'applique généralement sur la rue. Après, bon, moi je ne suis pas dans les permis, mais on regarde tout. C'est la construction. Non, mais la façade sur jardin est quand même d'inspiration beaucoup plus libre dans la plupart des cas. C'est-à-dire elle est plus libre, mais elle est toujours en cohérence avec la façade principale. Sauf en ville de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire en cohérence? Non, mais ça j'entends bien, mais il y a moins de rigueur au niveau de la règle sur la façade jardin que sur la façade, ne serait-ce que le gabarit, qui autorise quand même. Mais effectivement, les marges d'évolution en termes d'extension sont plus importantes sur l'arrière. Donc du coup, nécessairement, ça pousse à réfléchir des solutions architecturales différentes. Par rapport au PSMB qui lui régit l'ensemble de la construction. Pour finir quand même le tour de table, il y a une personne qui n'a pas pris la parole encore. C'est très intéressant et j'ai entendu beaucoup de choses qui font écho à ce que nous, on peut ressentir en étant en relation souvent avec le public. Les gens, en fait, apprennent à regarder et du coup, ces questions de contemporanéité ou d'imitation par rapport à la pierre, des choses comme ça, je pense qu'aujourd'hui, le grand public est sensible à cette noblesse des matériaux, que ce soit la pierre où on pourrait étendre à autre chose, mais complètement ouvert. Nous, les projets qu'on a pu montrer, où on a pu passer en balade autour d'architecture contemporaine, y compris dans le cœur complètement historique, les gens sont en général très intéressés et très ouverts sur le traitement contemporain de matériaux. Les visiteurs que vous guidez, qui vous montraient la ville, ne cherchent pas forcément la pierre à tout prix. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est ce que vous dites. C'est pas, ils viennent pas avec cet esprit, comme le disait Bruno Fayol, l'image classique de Bordeaux ville de pierre où il faut que de la pierre et puis c'est tout, quoi. C'est pas.
Non, moi je trouve que les gens sont complètement... cette transmission qu'on ressent à Bordeaux, y compris dans des questions réglementaires, dans les débats autour, sur le fait de faire évoluer aussi le tissu urbain, mais de manière, on va dire, chirurgicale parfois, donc avec des traitements différents selon où on est, qu'est-ce que c'est protégé, c'est pas protégé, qu'est-ce qu'il y a autour, etc. Les gens sont vraiment très intéressés par ces questions-là et je trouve sont très... on a eu beaucoup de baladeurs urbains qui vont presque aller plus dans la critique quand on parle de pastiche, d'imitation, etc., qui vont être plus critiques par rapport à ce type de projet que par des projets contemporains. Si y a un échange permettant d'aiguiser le regard pour comprendre pourquoi ces projets contemporains, en pierre ou pas, permettent finalement d'être cohérents par rapport et aux bâtiments et à leur environnement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une explication qui est toujours nécessaire. Pour Une explication et des critères. Une de l'UNESCO, c'est 2005, à propos de la création en milieu protégé. Il dit vaut mieux une architecture contemporaine franche qu'un pastiche, ce qui d'ailleurs peut être discuté, mais c'est un élément de doctrine de l'UNESCO. Deuxièmement, ce que vous venez de dire, nous, ça pose, j'ai oublié de dire, je suis à la Commission du patrimoine depuis un certain temps, ça pose la question à terme des labels architecture 20e. Parce que évidemment, c'est sur la question de la création que ça se pose. Et là, ce que vous avez dit, là notamment, par rapport à la réception du public sur l'architecture héritée et sur l'architecture à venir, pose des questions très intéressantes parce qu'on n'a pas de système établi de valeur. Donc on ne sait pas très bien définir les qualités des bâtiments. C'est un point. Qui rejoint les termes intégrité, etc. Mais même les qualités, la description, donc sur quels critères va-t-on se fonder? Et là, on est en plein marasme, pour parler français, et j'arrête. Je t'invite à regarder cette partie de l'expo, qui est la grille des critères qu'on a essayé d'établir. Après, à la fois pour le PLU et le PSMV, et donc y compris pour l'aspect extérieur des constructions et l'aspect intérieur. Et puisqu'on parle matériaux, moi je dis qu'il y a un critère qui est le plus important, c'est que premièrement, il n'y a pas de mauvais matériaux. Il n'y a pas de matériaux nobles et de matériaux populaires ou vulgaires. Les deux critères dans un matériau, c'est sa qualité intrinsèque. Il y a des pierres qui viennent de mauvais bancs de carrière, donc ce sont des mauvaises pierres. Et la deuxième qualité d'un matériau, c'est sa mise en œuvre. Bien sûr. Donc la troisième qualité, c'est la qualité. Et après, tous les plastiques peuvent être beaux, tous les bétons peuvent être beaux, tous les bois peuvent être beaux ou de mauvaise qualité. Donc le matériau en soi n'est pas un critère. Non. Par exemple. Voilà, tout à fait. C'est le style qui est en question. Par contre, on peut se poser quand même la question par rapport aux bâtiments actuels qui sont conçus dans l'imaginaire pour avoir une durée de vie de 50 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire le patrimoine de demain dans le patrimoine remarquable à partir de nos matériaux d'aujourd'hui? Le fait d'avoir recours à des matériaux effectivement qui ont fait leur temps et leurs preuves, c'est peut-être aussi dépasser cet imaginaire de rester sur une ville qui va devoir se renouveler parce que tous les 25, 40, 50 ans, sans doute un peu plus, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à conserver un patrimoine qui est déjà notre patrimoine ancien et celui qui va devenir notre patrimoine actuel? On le voit avec l'expérience de l'architecture 20e. Je veux dire, l'architecture 20e, elle est déjà quand même suffisamment tamisée. À mon avis, les critères, ils ne sont pas différents de ceux des époques antérieures. Et là encore, l'âge d'une construction n'est pas en soi un critère pour déterminer sa valeur patrimoniale. Je rappelle que la loi a modifié, il n'y a plus de labellisation patrimoine 20e, maintenant on a une architecture contemporaine qui a une durée de vie, qui a une durée de 100 ans. Oui. Hein, voilà. Donc déjà, il y a... C'est pas le même problème. C'est pas. Et ça crée une servitude quand même. C'est plus une distinction maintenant, puisque toute intervention doit faire l'objet d'un avis préalable, une déclaration préalable auprès de... Et puis on ne remplacera pas la question conjecturale de l'argumentaire. Excusez-moi. Depuis que ça a été modifié. Depuis qu'ils sont faites les commissions.
Ah non, c'est sans fond de... À moins qu'il y ait une... Je sais pas, je suis pas spécialiste de la question des droits d'auteur des architectes, mais... Ah non, c'est pas les droits d'auteur. Non, c'est que le ministère de la Culture avait mis en place une labellisation, qui était une distinction, le patrimoine 20e. Et donc avait listé un certain nombre d'œuvres d'architectes, voilà. Et donc c'était une liste, et puis c'était pour les gens allaient visiter. Mais depuis donc la modification, la loi CAP. Exactement, la loi CAP. 2016. Donc le label 20e est devenu architecture contemporaine remarquable. Donc on attend toujours le décret du préfet. Oui, il y en a pas, c'est bien. Voilà, quelles sont ces architectures-là. Et donc il y a une durée de 100 ans. C'est comme les champignons. Et ça veut dire que un édifice qui est repéré comme architecture contemporaine remarquable, à chaque fois qu'il y a une intervention dessus, le propriétaire est censé adresser une déclaration préalable 2 mois avant le dépôt du permis d'aménager, de construire. Voilà. Mais ça ressemble au régime du monument historique. Oui. Dégradé, mais... Dégradé. En fait, c'est l'application d'une règle européenne. C'est pour... enfin, il y a... Écoutez, ça m'avait échappé. Oui, ça vaut le coup. Aujourd'hui, normalement, la loi dit que le préfet doit adresser au propriétaire, à l'architecte et au maire de la commune concernée la liste. Oui. On attend toujours. Mais pour ceux qui étaient déjà identifiés patrimoine remarquable du 20e, ça change. Il y en a certains qui ont 101 ans, là, par exemple. C'est comme les fromages, c'est moins de 100 ans. Il y en a qui ont 101 ans. Et donc, je ne sais pas si un fromage, ça aujourd'hui, les Corses. Moi, j'ai travaillé sur la première cité judiciaire de France, qui est sans qui a été fait en 1978. Et effectivement, il est identifié patrimoine remarquable. Alors, ça a peut-être changé du coup, mais patrimoine remarquable du 20e. Et voilà. Donc, après, normalement, l'État est censé se poser la question de la protection. Est-ce qu'on protège ou on ne protège pas? Ça rejoint ce qui est sur la Vous êtes un sas vers la protection. Là, va se poser dans les 10 ans qui viennent tout le patrimoine art déco qui n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Et je pense à le stade, qui vont être des bâtiments Budos, qui vont être entre 2 portes, soit protégés, soit plus du tout. On sait bien que le patrimoine, c'est toujours une question de l'ordre de la conjoncture, de ce qu'on aperçoit comme pouvant être. Et l'argumentation est forcément un peu conjecturale. On est bien d'accord. Puisque forcément, on n'a pas le choix. Donc, si tu veux, le stade, il y a des enjeux politiques du stade qui fait que ça ne se présente pas comme dossier, etc., etc. Enfin, je veux dire, on peut faire une histoire de Bordeaux intéressante. Ou d'autres villes. C'est logique. Non, mais c'est logique. Il nous reste un petit quart d'heure avant de lever la table ronde. Peut-être si un dernier tour de table où les architectes vous voulez peut-être commenter, puisque c'est à partir de vos œuvres qu'on a lancé le débat par rapport à ce qui s'est dit. Est-ce qu'on a parlé d'argent? Est-ce que ça coûte on a un peu parlé de coûts, en tout cas de coûts environnemental. C'est vrai que... Parce que souvent on nous dit non, pas en pierre parce que ça coûte trop cher. Le coût, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça dépend d'où on se passe. Sur un coût global, la pierre, c'est un matériau, je pense qu'on peut se payer sans aucun problème, mais par contre, si tu es dans un objectif de dire je suis allé à mon échoppe pour la rendre dans 5 ans et gagner de l'argent, tu n'as aucun intérêt à la... Donc nous, on est ravis de faire de la pierre parce qu'on prône ce raisonnement en coût global, mais c'est sûr que... Mais c'est pas vrai partout. Mais c'est pas sûr, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une surélévation réalisée de mauvaise qualité. Non, mais tout à fait. Parce qu'elle n'apporte pas de plus-value. Complètement. C'est comme un vêtement. Si vous prenez un vêtement fait dans un mauvais tissu, mal taillé, cousu en Chine en plus, avec les coûts de transport, et qui dure, vous le mettez 2 fois et il tombe en ruine. Ouais, mais quelle est l'écologie du système? Je suis d'accord avec toi, mais ça rejoint une problématique qu'on a tous sur l'ensemble, sur la métropole, c'est la problématique de la pression foncière. Enfin, moi, en tant qu'architecte, on travaille pas mal dans le centre ancien sur des maisons, et on voit que tout se vend, n'importe quoi, et à n'importe quel prix.
et on voit des sujets de surélévation en très mauvais état qui partent à des prix exorbitants, juste parce qu'aujourd'hui il y a une pression foncière sur le centre de Bordeaux. Et qu'il y a je pense, certaines personnes pour qui la qualité du bâtiment rentre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit le seul critère. En tout cas, je parle du point de vue de l'achat, je ne parle pas du raisonnement global. Et la valeur ajoutée d'une surélévation de qualité, je ne suis pas certain que ce soit aujourd'hui un argument de vente, en tout cas. Ça viendra. Mais par contre, d'un point de vue d'un propriétaire occupant sur un site, le sujet se pose même pas, je pense. Et par contre, là, tu l'as très bien dit tout à l'heure, de vendre du bon produit haut de gamme, c'est quelque chose qui sait aussi se marketer aujourd'hui. Mais la pression est telle, donc on en revient à la densité, à la construction, c'est qu'il y a une pression telle qu'aujourd'hui, je pense que vous le voyez tous sur les services, dans les projets qui passent, il se fait de... Voilà, tout se vend. En tout cas à Bordeaux. Le béton qui imite la pierre, c'est beaucoup moins cher que la pierre. Il y a cet argument économique qui est aussi comme... Oui, c'est moins cher que la pierre. Alors, je n'ai pas d'ordre d'idée d'une pierre porteuse au mètre carré, combien ça va revenir. Mais sur les façades en béton comme ça, nous, on va être aux alentours de 250 € du mètre carré. Est-ce que c'est plus cher que le béton qui n'imite pas la pierre? C'est forcément plus cher qu'un béton gris. C'est forcément plus cher qu'un béton gris parce que le ciment en blanc coûte déjà 70% plus cher qu'un ciment gris. Après, ce qui est très important aussi, c'est ce dont on va parler tout à l'heure sur les différents matériaux. Il y a des travaux très importants qui sont en train de faire sur le béton, qui est très chronophage en eau, notamment pour sa conception. On sait que c'est des défauts. Et voilà, la Farge, entre autres, travaille sur des procédés qui sont de plus en plus économes en eau et de moins en moins énergivores pour leur mise en œuvre. C'est quand même l'un des atouts. Enfin, en tout cas, ceux qui attaquent le béton, c'est l'un des arguments principaux aujourd'hui et c'est en train aussi de se résorber. Donc on a des prix qui sont assez similaires. Mais aujourd'hui, dans un schéma global, voilà, on est aussi plus vertueux à aller chercher de la pierre dans une carrière à côté aujourd'hui, en tout cas. Mais la proportion s'inverse aussi, c'est en train de bouger, que de faire marcher une centrale à béton à plein régime qui consomme des litres d'eau. François Trollet, José Martin, sur le coût de la pierre. Oui. Moi, clairement, la pierre a été, s'il vous plaît, a été supérieure à si vous mettez un enduit, on est largement moins cher, bien évidemment. Après, je pense que le débat, quand on dit derrière à la revente, il y a le ressenti, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, mais ça marche au coup de cœur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément le quantifier, c'est-à-dire que l'acheteur, lui, quand il voit de moulures, quand il dit c'est la vraie pierre de taille, mais quel prix il met dessus, c'est au coup de cœur. Il y en a qui s'en fichent du patrimoine, tout ce qu'ils veulent, c'est les mètres carrés et la localisation, et d'autres qui, effectivement, attachent une importance à ça. Bien sûr. Mais globalement, clairement, nous, les consoles, les balcons, les moulures, apporter. Et j'ai regardé justement hier le prix global du lot pierre en dehors, puisque nous c'est une structure rapportée. On est sur le projet que j'ai fait, on est à 350 000 € TTC. Sur un projet d'1,8 million globalement. Donc, ouais, mais sur le même truc, tu mets un enduit, t'étais même pas à 50 000 €, dans 60 000 €. Donc, t'as un écart qui est quand même assez considérable. Le coût de vente. Après, à la vente, mais on rentre sur du coup de cœur. C'est-à-dire que là, le promoteur valorise ça parce qu'effectivement, on est sur un produit un peu exceptionnel. D'ailleurs, votre promoteur, là, il n'a pas discuté entre l'enduit et la pierre, il a été d'accord. Ah oui. Là, pour le coup, ça a été vraiment un choix qu'on a fait ensemble. Et du coup, il était conscient que dans ce quartier-là, à cet endroit-là, c'était un atout prépondérant pour la revente. Et d'ailleurs, ça s'est vendu très très bien, quoi. Et alors, François Trollet-Vous, la NDSI, ça ne se revendra pas, a priori. Voilà. Mais le fait que ça a été conçu en PPP, ça a joué sur les prix. Comment ça peut marcher sur le choix de la pierre Alors, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Après, étant donné que c'est une pierre de 33 cm, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mur derrière, donc finalement, c'est pas un parement, donc on gagne un peu là-dessus. Après, moi, je voulais un peu ouvrir vers... J'ai vu une conférence au 308 où il y a des architectes qui, aujourd'hui, construisaient avec des pierres, mais en analysant un peu le coût du matériau. Et le coût du matériau, finalement, la pierre 30-60, elle a cette taille-là parce qu'à l'époque, c'était les outils qui permettaient de faire cette taille-là. Et sauf qu'aujourd'hui, la coupe, c'est ce qui coûte aussi très cher. Donc finalement, ils construisaient avec des pierres qui étaient beaucoup plus massives, qui faisaient 2 mètres par 1 mètre.
Et du coup, ils arrivaient à avoir un matériau qui était la pierre structure, donc ils n'avaient plus du tout de béton, c'était un bâtiment entièrement en pierre, mis à part les planchers. Et là, ils arrivent vraiment à gagner au niveau du coût matériau, parce que le matériau a beaucoup moins de coupe, ça coûte beaucoup moins cher. Et la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, du coup, elle est faite avec la grue. Avec la grue. Mais comme c'est des gros blocs, ça va beaucoup plus vite aussi. Donc, il y a tout ça, oui, d'accord. Après, il y a un gros travail au niveau de stéréotomie, avec le tailleur de pierre, pour voir aussi en fonction des carrières, la pierre qui s'adapte le mieux, s'il faut une pierre plus dure, moins dure pour tel élément. Et ça, c'est un autre travail. Bon, est-ce que quelqu'un veut prendre la dernière fois la parole? Je donne la parole à qui veut faire une petite conclusion avant que Marie-Astrid peut-être nous fasse un point sur les prochaines rencontres. Bon, pas de dernier mot. Donc, la prochaine rencontre, ça sera le mercredi 20 novembre et ce sera autour du métal. Et on terminera le petit cycle le mercredi 18 décembre et ça sera autour du bois. Une semaine avant Noël. Exactement. Et le Mais rendez-vous. d'ici là, on se rejoint Le rendez-vous, c'est pas plus tard que demain. Demain, ici à 18h. Le jeudi, c'est Archi. Où il y aura également, donc, en partenariat avec le 308, donc on abordera les projets qui ont été présentés au prix Prada. En début de la session avec des projets S, donc c'est plutôt des petits projets de surélévation. Il y aura Florian Faye qui sera un des intervenants et également l'agence Féléa. Il y aura une prochaine session le jeudi. à son bureau, Florian Faye. Jamais. Il y en a deux en fait. Il y en a deux. C'est Olivier qui doit ça. Là, après, il y aura une autre session sur les projets M. Ce sera le jeudi 7 novembre. Et la dernière sera le jeudi 12 décembre. Et là, on abordera effectivement des projets un petit peu plus conséquents. Et pour cette semaine, c'est pas fini parce que vous avez aussi rendez-vous le vendredi à 18h pour une table ronde sur le thème de l'architecture et d'intérêt public avec Frédéric Fabre-Tabourin, adjointe au maire de Talence. Julien Vincent, Royer Architecture, qui a pensé un petit outil pour approcher le grand public des architectes, et Paul Trouillot pour nous dire que l'architecture, c'est pas que la partie en pierre, surtout à Talence. C'est du paysage. Voilà. Le paysage aussi est d'intérêt public. Ouais.